Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de formation sur la critique des publications scientifiques. Je réponds au nom de Ken Diango. Je suis médecin urgentiste formé à l'Université de Cape Town où je poursuis en ce moment mes études doctorales. Je suis secrétaire général de l'Association de médecine d'urgence de la RDC, une ONG enregistrée en République démocratique du Congo, dont l'objectif principal est de promouvoir les soins d'urgence en RDC. Parmi les objectifs spécifiques, c'est justement la formation continue. Et c'est dans ce cadre justement que nous allons recevoir un invité pour essayer de critiquer une publication scientifique et essayer de nous enrichir justement sur ce qui est de la recherche et des méthodes de recherche. Parmi les objectifs que nous aurons, donc, c'est de faciliter l'apprentissage de la critique méthodique des divers articles qui sont publiés ça et là dans la recherche, mais aussi faire comprendre à ceux qui nous suivront les étapes essentielles par lesquelles ces projets de recherche dans ces publications passent, mais aussi enfin de détailler les éléments qui permettent de juger de la valeur et de la validité en fait de ces projets de recherche. Avec nous aujourd'hui, nous avons le docteur Diulu Kabongo. Docteur Diulu Kabongo est médecin urgentiste. Il est aussi médecin de famille formé à l'Université de Cape Town où il est en ce moment aussi en train de poursuivre des études doctorales. Docteur Diulu Kabongo travaille pour International SOS comme médecin urgentiste. Docteur Kabongo, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous allons immédiatement y aller de plein pied, docteur Kabongo. Dites-nous, de quoi allez-vous nous parler? De quelle étude allons-nous critiquer aujourd'hui? Ouais, nous allons parler d'une étude dont la question centrale est après incision et drainage d'un abcès, un abcès cutané évidemment, est-ce que la guérison est meilleure avec usage d'une antibiothérapie comparée à un placebo? Donc, c'est ça l'étude. Donc, l'étude voulait juste savoir si, après avoir drainé un abcès au département d'urgence ou dans un dispensaire où qu'on soit, s'il y a une différence, en fait, entre l'administration d'antibiotiques, en l'occurrence la combinaison trimétropine sulfaméthoxazole et un placebo, n'est-ce pas? Oui. Dites-nous, docteur Diulu, quel est le contexte de cette étude? Oui. Le contexte est que tout simplement, les infections cutanées en général, pas seulement les abcès, les infections cutanées en général sont une raison très très fréquente de la visite au service des urgences. Et donc c'est un sujet assez important pour aider les cliniciens dans la prise en charge. Quand on considère certains pays comme les États-Unis, malheureusement, on s'est rendu compte que ces dernières années, il y a une très grande prépondérance de la présence de bactéries à résistance multiple dans l'épi qui est formé dans ces abcès, particulièrement le staphylocoque aureus qui est très fréquent dans ces pus-là. Et de ce fait, il y a des questions qu'on a commencé à se poser. Est-ce que l'incision drainage était suffisant ou bien il fallait ajouter aussi une antibiothérapie? Alors, pour les besoins de la cause et de cette recherche, l'antibiothérapie qui a été utilisée, c'est la combinaison trimétoprim sulfaméthoxazole, du fait que simplement cette combinaison garde encore un bon effet sur le staphylocoque aureus à résistance multiple. OK, merci, docteur Diulu. C'est toujours important pour nous, après la question centrale, de comprendre le contexte dans lequel cette étude a été faite. Ce qui justifie un peu pourquoi, l'utilité de l'étude, parce qu'on ne se réveille pas simplement un matin et on se met à faire une étude qui ne servira absolument à rien. Merci pour ce contexte. Dites-nous maintenant, docteur Diulu, de quel type d'étude il s'est agi? Oui, il s'agit bien d'une étude randomisée qui a utilisé une équipe qui n'était pas impliquée dans le traitement pour
à travers un processus computérisé pour séparer les malades, soit à recevoir l'antibiothérapie ou à ne pas recevoir l'antibiothérapie. Et donc, au finish, cette étude était doublement aveugle. Donc, le médecin traitant et le malade ne savaient pas ce qu'il prenait. Et c'est un essai qui voulait justement démontrer la supériorité de l'antibiothérapie, donc de l'ajout de l'antibiothérapie. L'analyse s'est faite selon l'intention à traiter. Et ce qui est aussi important, ce qu'il faut noter, c'est que les malades ont été suivis assez régulièrement, donc à 3 jours, à 8 jours, entre 14 et 21 jours, et en dernier lieu, entre 49 et 63 jours. Ces malades ont été recrutés dans 5 centres hospitaliers, dans 5 services des urgences aux États-Unis pendant une période d'à peu près 3 ans, de 2009 à 2012. Merci, Dr. Diallo. Assez intéressant. Donc, il s'agit d'une étude randomisée, multicentrique, avec répartition des malades entre un groupe de traitement, un groupe d'intervention, dans un groupe d'essai qui s'est fait de façon aléatoire. Et il était spécifiquement question de voir s'il y a supériorité d'un protocole dans lequel il y avait l'ajout de la combinaison d'antibiotiques par rapport à l'incision sans antibiothérapie. Merci. Le milieu, vous l'avez dit, c'est aux États-Unis, 5 centres. Et qu'en est-il de la population de cette étude? Quels ont été les critères d'inclusion et les critères d'exclusion? Ouais. Alors, sans beaucoup trop tarder, je dois déjà dire que cette étude a eu à sélectionner 1265 patients qui ont été randomisés, même si pas tous n'ont atteint le but final. Pour une raison ou une autre, il y en a qui ont disparu, qui ne sont plus revenus, il y en a qui ont été rejetés pour une autre raison au moment de l'analyse. Mais en soi, ce qu'on peut retenir des critères d'inclusion, c'est que, première chose, c'est qu'il fallait avoir 12 ans ou plus pour être inclus. Il fallait avoir un abcès d'au moins 2 cm de diamètre et avec une histoire de moins d'une semaine. Et qu'effectivement, après incision, le chirurgien est effectivement drainé du pus. Alors à ce moment-là, ça confirme que c'est vraiment un abcès et que le malade nécessitait un traitement ambulatoire et non pas une admission à l'hôpital. Quant aux critères d'exclusion, on a exclu tous les malades où la technique du médecin traitant a obligé de placer un drain et à laisser le drain in situ. On a exclu ces malades-là. On a exclu tous les malades qui avaient soit confirmé ou suspecté une ostéomyélite ou une arthrite septique. On a exclu tous les malades avec immunodépression, quelle que soit la cause. On a exclu tous les malades avec infection cutanée sur pied diabétique. On a exclu les malades où on a trouvé un corps étranger dans l'abcès. On a exclu les malades connus avec usage de drogues intraveineuses et fièvre. On a exclu les malades avec d'autres maladies cutanées sous-jacentes. On a exclu des malades avec allergie à la combinaison trimethoprim sulfaméthoxazole. On a exclu les malades enceintes. On a exclu ceux qui résidaient dans les institutions de soins, soit hospitalisés ou dans les nursing, comme on les appelle, donc les institutions des vieillards, par exemple. On a exclu les malades avec un certain degré d'insuffisance rénale. Donc, c'est un peu ces malades qu'on a exclus. Et dès qu'on a eu le groupe qui a constitué 1265 patients, on les a randomisés. On a eu un groupe d'intervention à qui on a donné, en plus de l'incision et drainage, à qui on a donné la combinaison
trimethoprim sulfaméthoxazone à la dose de 480 mg 2 fois par jour pendant 7 jours. Et on avait un groupe contrôle auquel on a donné plutôt un placebo. Et ce qu'il faut dire, c'est que la préparation des deux, de l'antibiotique comme du placebo, était telle que le clinicien ou le malade ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'il est en train de prendre. Donc c'est un peu ça qu'on a fait. Et tous ces malades ont eu une infusion et un drainage. Et après drainage, on a rempli l'abcès de compresses. OK, merci, Dr. Diallo, pour les détails. Oui, allez-y. Ouais, et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que, bon, nous sommes encore peut-être au niveau de la population, mais je crois que c'est important aussi de le savoir. Dès qu'on les a séparés, ce qui a été intéressant, c'est que du point de vue des caractéristiques de ces deux populations, de ces deux groupes, quoi, on a trouvé qu'ils étaient similaires. L'âge était autour de 35% pour les deux. La durée des symptômes était autour de 4 jours. Les diabètes qui a été plus ou moins inclus était à 11% dans les deux groupes. Le diamètre de l'abcès était de 2,5 dans les deux groupes. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y avait un érythème autour de l'abcès, donc ce qu'on peut appeler une cellulite autour de l'abcès, qui faisait 7 cm dans le groupe d'intervention et 6,5 cm dans le groupe contrôle. Et quant à la présence de staphylocoques à résistance multiple, c'est 44% d'un côté et 47% de l'autre côté. Et quand on compare les deux, on se rend compte que les deux groupes étaient plus ou moins similaires. Merci, docteur. Donc, en fait, ce que vous dites en résumé, c'est que les critères d'inclusion et les critères d'exclusion qu'ils ont utilisés étaient dans le but de créer deux groupes qui soient assez homogènes, pour lesquels tous les facteurs confondants qui pouvaient donc biaiser les résultats dans un sens comme dans l'autre, que tous ces facteurs-là soient donc exclus. Donc, avec les caractéristiques que vous venez de donner, on s'est donc assuré que les deux groupes avaient le même âge, avaient la même durée des symptômes, s'il y avait des diabétiques parmi eux, c'était la même prévalence et le diamètre était le même, ainsi de suite. Donc, c'est important que l'on comprenne qu'ils se sont assurés que les résultats qu'ils allaient avoir n'allaient pas être biaisés dans un sens comme dans l'autre par des facteurs confondants qu'ils ont justement essayé d'éliminer en déterminant des caractères d'inclusion et d'exclusion assez clairs. Dites-nous maintenant, docteur Dulo, quelles ont été les méthodes statistiques qu'ils ont utilisées pour arriver aux résultats, avant que nous puissions justement parler des résultats? Oui, sans entrer dans beaucoup trop de détails, mais je crois que un point quand même assez capital de noter, c'est l'échantillonnage. La méthode qui a été utilisée pour déterminer l'échantillonnage était calculée en fonction d'un taux de guérison qui était projeté à 90% dans les deux groupes et une différence des deux groupes de 7,5, donc en soi que l'intervention allait améliorer la guérison d'au moins 7,5%, et en utilisant aussi une puissance statistique de 90%. C'est comme ça qu'il y a eu un certain calcul qui a été fait, mais tout ceci a été corrigé parce qu'au finish, on s'est rendu compte que le taux de guérison était en soi moindre que 90%, et en fonction de cela, en gardant la puissance statistique et l'amélioration de la guérison, on a déterminé l'échantillonnage à 1256 en utilisant la signification statistique de 0,05. Ce qui est bien, c'est que dans l'étude, on a en soi sélectionné 1265 patients. Donc, on a un peu légèrement dépassé ce qui était recommandé. Et pour vous inclure dans le groupe d'intervention,
les malades devaient recevoir au moins 75% de l'antibiothérapie. Alors, en ce moment-là, on les incluait et que ces malades-là devaient aussi au moins se présenter une fois à l'hôpital autour de 14 à 21 jours pour qu'on les inclue dans l'analyse finale. Merci, Dr. Dulot. Donc, en bref, oui. C'est un peu en bref les méthodes statistiques que nous pensons importantes à connaître à ce niveau. Certainement, et merci de l'avoir souligné. Nous n'allons certainement pas entrer dans les détails de la signification de chacune de ces données qui ont été utilisées, mais ce qui est important, et vous l'avez souligné, c'est de comprendre qu'on n'est pas arrivé au nombre de 1200 de façon au hasard. Donc, c'est important qu'on comprenne qu'il y a des facteurs, il y a des données, il y a des éléments qui ont permis de déterminer l'échantillon, qui permettront justement d'avoir des résultats qui soient interprétables et qui soient statistiquement significatifs. Parlons maintenant des résultats, Dr. Dulot. Et s'il vous plaît, soyez assez spécifiques en les classifiant bien sûr en résultats primaires, ce qui nous intéresse, mais aussi les résultats secondaires que les chercheurs ont pu avoir au terme de leur étude. Oui. Les résultats primaires ne considéraient en soi que la guérison clinique. Et j'insiste, la guérison clinique. Donc, ce sont les cliniciens dans le suivi qui allaient déterminer que le malade est guéri ou pas, et particulièrement entre 14 et 21 jours. Et ici, ces premiers résultats ont été calculés en utilisant les malades qui ont rencontré tous les critères. C'était ça les résultats primaires. Et ici, la guérison dans l'intervention, donc dans le groupe qui a reçu l'antibiothérapie, était de 92,9% contre 85,7%, ce qui fait une différence absolue d'à peu près 7,2%, et c'est une différence significative. En plus de cela, le nombre de sujets à traiter a été calculé et il est de 8, alors que l'indice de fragilité est de 20. Nous allons revenir à l'indice de fragilité quand nous allons discuter un peu des points forts et des points faibles. Les résultats secondaires étaient nombreux, parmi lesquels la guérison clinique, mais ici, en incluant tous les malades qui ont été traités avec l'antibiothérapie, même s'ils n'ont pas complété le traitement. Et cela a finalement fait que le nombre était de 1247, avec une guérison de 80,5% dans le groupe d'intervention et 73,6%, ce qui a gardé encore une différence significative. Le nombre de sujets à traiter ici est remonté à 15, alors que l'indice de fragilité est de 14. On a calculé aussi la guérison clinique, mais chez les malades qui ont été traités avec l'antibiothérapie, mais seulement si ils ont complété tout le traitement. Le nombre est un peu moindre, donc 1213, et la guérison dans le groupe d'intervention est de 92,7%, alors que dans le groupe contrôle est de 86,7%. Ce qui est intéressant, c'est que la différence reste significative. Donc, que l'on rejette certains malades du fait qu'ils n'ont pas terminé l'antibiothérapie ou qui n'ont pas été suivis complètement, ou qu'on les inclut, la différence de guérison est restée significative entre les deux groupes. Ce qu'on a aussi considéré dans les résultats secondaires, c'est un drainage supplémentaire nécessaire. Et on a vu qu'on a eu cela à 3,4% dans le groupe d'intervention contre 8,6% dans le groupe contrôle, ce qui est une différence significative.
D'autres résultats avec des différences significatives, c'est une infection cutanée nouvelle à un autre endroit après le traitement de la première infection. On a trouvé qu'il y avait aussi une différence significative avec 1,7% dans le groupe d'intervention et 4,1% dans le groupe contrôle. L'hospitalisation nécessaire a été aussi différente avec 3,6% dans le groupe d'intervention et 6,4% dans le groupe de contrôle. Plutôt a été non significatif. Ce qui n'a pas été aussi significatif, c'est l'infection récurrente au même endroit. Dans le groupe d'intervention, c'est 2,1%, et alors que dans le groupe contrôle, c'est 3%. Je crois qu'on peut retenir ces résultats-là comme résultats secondaires de cette recherche, en plus des résultats primaires dont on a parlé un peu plus haut. Merci, Dr. Dulou, pour avoir détaillé ces résultats et surtout en les groupant en résultats primaires. Les résultats primaires, c'est justement le gros de ce que l'objectif principal de l'étude, mais comme il y a d'autres paramètres qui peuvent permettre de mieux comprendre les résultats primaires, alors on les a détaillés aussi en résultats secondaires. Et il apparaît clairement ici, Dr. Dulou, que pour ce qui est des résultats primaires, donc la différence entre le groupe d'intervention et le groupe contrôle, qui n'a pas bénéficié justement de l'antibiotique trimethoprim et sulfaméthosazole, nous avons clairement vu qu'il y a une différence significative pour le taux de guérison. Et cette différence, elle inclut aussi les divers groupes, comme les groupes ceux qui ont abandonné ou ceux qui ont été suivis jusqu'à la fin, et ainsi de suite. Et vous avez aussi détaillé les groupes, les résultats secondaires tels que les chercheurs les ont eus. Dites-nous, docteur, la conclusion donc des chercheurs, je m'imagine, c'était qu'il y a une différence, il y a une supériorité entre le traitement d'un abcès cutané avec ajout du Bactrim, qui est donc la combinaison trimethoprim-sulfaméthoxazole, comparé au traitement sans cet antibiotique-là. Mais dites-nous, au vu des résultats et au vu des méthodes qui ont été utilisées, vous avez parlé du contexte de l'étude, vous avez parlé des méthodes statistiques qui ont été utilisées pour arriver à ces résultats. Dites-nous, quels ont été, à votre avis, les points faibles, le point fort d'abord de cette étude qui consolide justement les résultats et les points faibles de l'étude pour nous permettre, en conclusion, de comprendre en quoi ces résultats seront valides pour notre pratique quotidienne. Dites-nous en plus. Ouais. Oui. Nous allons commencer d'abord avec les points forts. Les points forts, c'est que les infections cutanées sont quand même assez fréquentes et en parler est important, surtout si on doit contrôler l'usage des antibiotiques pour ce type d'infection. Deuxième chose, c'est que la technique utilisée a été la même chez tous les cliniciens qui ont traité les malades qui ont été sélectionnés. Tous ont été formés à la même technique d'incision et drainage. Troisième chose, c'est qu'il y a eu une randomisation qui a été très effective, un effet aveugle adéquat. Quatrième chose, c'est que l'analyse a été adaptée à la puissance statistique et l'analyse a été faite avec intention de traiter. L'autre chose, c'est que plusieurs centres ont été impliqués dans la recherche. Quant au point faible, il faut quand même reconnaître que la technique qui a été appliquée de remplir l'abcès après incision avec les compresses, ce n'est pas une technique qui est utilisée partout de la même façon. Et donc, on ne sait pas très bien dans d'autres milieux, en utilisant une autre technique, si ça va influencer les résultats. Deuxième chose, c'est que
l'érythème autour de l'abcès était quand même considérable. 7 cm, c'est quand même considérable. Et beaucoup de cliniciens seront enclins à utiliser l'antibiothérapie parce qu'ils vont se dire qu'il y a une cellulite importante. Troisième chose, c'est que la dose de l'antibiotique, particulièrement en termes de la durée, est quand même considérable. 7 jours, c'est quand même considérable et dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas sûr que les gens utiliseraient 7 jours. Autre chose, c'est que la fréquence de l'infection à staphylocoque à résistance multiple est quand même importante. 40% ou plus de 40%, c'est quand même important. Et l'indice de fragilité dont j'ai parlé quand j'ai donné les résultats de la guérison clinique, il semble être moindre par rapport aux malades, au nombre de malades qui ont été perdus. Dans certains cas, il y a eu à peu près 200 malades de perdus, alors que l'indice de fragilité est de 20, de 14 et consorts. Et il faut comprendre que l'indice de fragilité veut dire tout simplement, c'est le nombre de malades que si vous ajoutez ou vous retirez ce nombre-là du groupe que vous avez, les résultats peuvent changer. Alors, si nous avons perdu 200 malades, alors que l'indice de fragilité est de 20, donc, si on ne les avait pas perdus, peut-être qu'on aurait tombé sur d'autres résultats. Donc, c'est un peu ces points-là qui sont les points forts et les points faibles. Merci, Dr. Dulou, surtout pour ce grand résumé sur ces points forts et les points faibles. Vous avez parlé justement de l'importance parce que les abcès, bien qu'ils ne soient pas greffés d'une grande mortalité, mais ils peuvent toujours se compliquer, ils sont fréquents, donc savoir comment bien les traiter de façon efficace était important et l'étude a été multicentrique, randomisée et a été faite de façon avec des données statistiques peu fiables, mais dans les points faibles, vous avez touché à quelques aspects assez importants. Le méchage des abcès, on ne sait pas si la technique était la même et à quelle hauteur ça peut influencer donc le taux de guérison dans les différents groupes. Et le point le plus important que j'ai retenu, c'est vers la fin quand vous parlez de l'indice de fragilité, où ils ont déterminé qu'il y aurait un certain groupe qui pouvait influencer les résultats dans un sens ou dans l'autre s'il était perdu, mais on se rend compte que dans l'évidence, il y a eu plus de malades qui ont été perdus que l'indice de fragilité qui a été justement défini. Sur base de tous ces points positifs dans un côté de la balance et de l'autre, les points négatifs, dites-nous, docteur Dulou, pensez-vous que cette étude, que les résultats de cette étude est valide, qu'effectivement que cette étude répond à la conclusion à laquelle elle est arrivée et ainsi donc pensez-vous qu'elle pourrait influencer notre pratique quotidienne et nous devrions l'embrasser? Oui. Je crois que s'il faut considérer la validité interne, je crois qu'ils ont eu des résultats quand même assez importants qui ont montré l'influence de l'antibiothérapie sur la guérison clinique. Mais même à ce niveau-là, du fait de l'indice de fragilité, on devrait être un peu prudent quant à dire que c'est des résultats valables même à ce niveau-là. Du point de vue de la validité externe, je crois qu'il y a beaucoup de limitations. Du fait, de la technique qui a été utilisée, des remplissages de l'abcès après incision, 2, de la dose qui a été recommandée de 7 jours de l'antibiotique. Pas très sûr que d'autres endroits adopteraient les mêmes 7 jours. Et puis la fréquence des staphylocoques à résistance multiple est quand même assez élevée pour cet endroit. Et on ne sait pas si les autres endroits ont la même fréquence et donc auraient les mêmes résultats. Donc c'est un peu comme ça que je peux résumer la validité pour moi de ces résultats. Et donc, de mon point de vue, en résumé, je dirais que
la question peut probablement rester, pour moi, rester ouverte pour plusieurs raisons. Du fait que, ils ont sélectionné un groupe de malades avec abcès, bien sûr, mais aussi avec cellulite considérable. À peu près 7 cm autour de l'abcès. C'est quand même considérable et beaucoup de gens seraient enclins d'utiliser l'antibiotique, quel que soit ce qu'on leur dira. Deuxième chose, c'est que je ne sais pas si j'utiliserai les résultats dans les milieux où je travaille en Afrique, parce que je ne sais pas si la fréquence ou le taux de staphylocoque à résistance multiple est aussi élevé dans mon milieu comme il est élevé dans les milieux où cette recherche a été faite. Et puis, la dose ou particulièrement la durée de l'antibiothérapie est quand même assez élevée. Je serais plutôt enclin de dire que ces chercheurs ont peut-être ouvert une porte assez importante et que l'appétit à faire une recherche autour du traitement de cet abcès doit probablement être incité du fait des résultats qu'ils ont eus pour voir dans nos milieux si nous allons avoir les mêmes résultats tout en excluant tous ces facteurs influençant les différents résultats. Je crois que je prendrais plutôt les résultats comme une incitation à une recherche dans mon milieu pour étudier, pour voir si ce qu'on peut faire finalement dans nos milieux. Merci beaucoup, Dr. Dioulo. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à votre conclusion, au vu donc des points forts et des points faibles, vous avez plutôt émis une opinion. Donc, une opinion qui est une opinion personnelle en fonction des éléments que vous avez cités. Et quelqu'un serait en portée d'être un peu plus à gauche ou plus à droite que vous, en supportant plus les résultats qu'en les concrétisant. Mais ce qui est important, c'est que vous avez nuancé toute votre opinion en expliquant pourquoi, malgré les points positifs et les points négatifs, et surtout le besoin de contextualiser avec nos milieux africains ou tout un autre milieu cette recherche. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le fait que vous avez dit que cette étude n'est pas un début et une fin en soi, mais comme certaines études, elle pose le problème, elle oriente une certaine recherche, quitte aux autres de s'orienter justement, essayer de contextualiser et de prouver une infériorité ou une supériorité, ou même avec un autre antibiotique, en fonction du milieu dans lequel il pratique. En tout cas, merci Dr. Dioulo et merci à ceux qui nous ont suivis. Nous voici à la fin de cette session. Nous aurons pu décortiquer cette publication de façon encore plus méthodique avec des outils assez compliqués, mais nous l'avons fait de façon pragmatique en parlant des étapes principales de cet essai clinique, notamment la question même de la centrale de la recherche, normalement le contexte, le milieu, le type d'études, les critères d'inclusion et d'exclusion de la population et enfin les résultats avant même de toucher aux points forts et aux points faibles qui ont justement eu un lien avec la validité, qu'elle soit interne ou externe. Merci beaucoup, Dr. Dioulo, pour votre disponibilité et merci à tous pour votre attention. Nous espérons que vous avez appris une ou deux choses et vous pouvez toujours rester branchés pour nous suivre prochainement. Merci, Dr. Dioulo, et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.